Mercredi 12 août 2015, bonjour à tous et bienvenue dans votre morning de l'été. Vous êtes sur i24 News, on fait tout de suite le point sur les grands titres. Troisième tranche d'aide pour Athènes. Hier, un accord a été signé entre la Grèce et ses créanciers pour 85 milliards d'euros en échange d'un nouveau train de réforme. Washington dément pas d'accord autour d'une zone tampon entre les États-Unis et la Turquie en Syrie, comme annoncé hier par les autorités d'Ankara. Les deux pays tentent de mettre au point une stratégie commune pour lutter contre les rebelles syriens et les djihadistes du groupe État islamique. En France, un viol toutes les 40 minutes. Voilà un chiffre alarmant révélé hier par Le Figaro. En 5 ans, une hausse de 18% d'abus sexuels a été dénoncée. On en reparle dans un instant. Les boissons sucrées ne sont pas mauvaises pour la santé. C'est en tout cas le message délivré par la nouvelle campagne de Coca-Cola qui investit des sommes colossales pour convaincre le public. Le Coca, non, n'est pas mauvais pour la santé. Et en fin d'émission, on parlera de la mort du LOL. L'abréviation reprise par toute une génération depuis des années serait en voie de disparition au profit d'un plus simple ha 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 en guise de rire. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue à tous. La Grèce et ses créanciers sont donc tombés d'accord pour ce troisième plan d'aide, 85 milliards d'euros sur 3 ans. En échange, Athènes s'engage à une longue liste d'ajustements budgétaires et de réformes. Les précisions de Myriam Aman. Un accord entre la Grèce et ses créanciers a été trouvé mardi. Le troisième plan d'aide d'un montant de 82 milliards d'euros est sur les rails selon le ministère grec des Finances. Nous avons encore un ou deux soucis, mais nous y sommes presque. Les deux parties s'étaient déjà accordées dans la nuit de lundi à mardi au cours d'une séance de négociation de près de 18 heures sur les objectifs budgétaires que le pays devra respecter d'ici à 2018. Les institutions et la Grèce sont parvenues à un accord technique de principe et les discussions se poursuivent sur certains détails. La prochaine étape est de parvenir à un accord politique. Le texte devrait être voté jeudi par le Parlement grec puis présenté vendredi à l'Eurogroupe. Ce scénario idéal pourrait conduire à la signature d'un accord global avant le 20 août prochain, date à laquelle Athènes doit impérativement rembourser 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Si un accord de principe a bien été trouvé, des points compliqués restent à régler, comme le sort des prêts non remboursés qui pèsent sur le bilan des banques ou la dérégulation du marché de l'énergie. La Grèce en pleine crise économique attend ce troisième plan d'aide pour renflouer ses caisses. Mais pour obtenir la précieuse enveloppe, Athènes s'est engagée auprès de ses créanciers à mener des réformes de fond qui toucheront directement les Grecs. Pour mieux faire passer la pilule de ces réformes sociales difficiles auprès de l'opinion publique, le Premier ministre Alexis Tsipras a affirmé que tous allaient mettre la main à la poche. Il a ainsi annoncé, hors cadre de l'accord avec l'Eurogroupe, une plus forte imposition des députés et une baisse des salaires des ministres. Voilà, on va tout de suite rejoindre Éléonore Fedoul, notre correspondante à Bruxelles. Bonjour. Alors avec cette nouvelle promesse d'aide de 86 milliards d'euros, est-ce qu'on peut dire, Éléonore, que la Grèce est désormais hors de danger ? Alors non, pas vraiment, on ne peut pas encore le dire, la Grèce n'est pas encore sauvée, il lui faudra encore du temps pour régler sa dette. Et concernant la zone euro, les dirigeants se gardent bien en tout cas de tout commentaire jusqu'à ce que l'accord soit complet et approuvé par tous les acteurs. Une chose semble assez sûre aujourd'hui, c'est que la Grèce pourra probablement rembourser sa prochaine échéance à la Banque centrale européenne avant le 20 août, les 3,4 milliards d'euros, soit grâce au plan d'aide, soit à un éventuel prêt relais. Les épisodes de ces 2 derniers mois l'ont prouvé dans ce dossier. On n'est pas loin d'un revirement de situation. Alors, cet accord a été trouvé après que la Grèce ait accepté la plupart des conditions imposées par ses créanciers. Sur quel point important Athènes a cédé ? Alors, elle a cédé sur quelques dizaines de points réunis sur un énorme document de 400 pages en échange du troisième plan d'aide, donc qui pourrait monter jusqu'à 85 milliards d'euros sur 3 ans. Athènes doit effectuer une réforme du marché du gaz, des transports ou encore du travail. La plupart des dispositifs qui permettent de partir à une retraite anticipée vont être supprimés. Certaines taxes vont être revues à la hausse et le programme de privatisation va en partie redémarrer. Dans ce document de 400 pages, on retrouve en fait la plupart des conditions qui se trouvaient dans l'accord de principe du 13 juillet dernier. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec assurance que cet accord donc trouvé mardi est définitif ?
Alors non, pas encore. Et comme la Commission européenne l'a répété hier, il s'agit d'un accord technique, mais il manque une évaluation politique. Certains détails doivent être réglés et surtout ce texte doit être approuvé tout d'abord par le Parlement grec, qui l'a reçu cette nuit et qui devrait donc voter demain. L'Eurogroupe doit ensuite donner son avis, puis les parlements nationaux. Et c'est là que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande pourraient ralentir la manœuvre. Ils ne veulent pas se précipiter, ils préféreraient accorder un nouveau prêt relais, un plus petit prêt à Athènes, plutôt que de signer un accord à la hâte. En tout cas, le temps presse. La Grèce doit rembourser les 3,4 milliards d'euros à la Banque centrale européenne d'ici le 20 août. Le marathon ne fait donc que commencer. Merci beaucoup, Eleonore Fedoul, en direct de Bruxelles. En Turquie, la tension est toujours vive. Après une série d'attaques, l'armée turque a mené cette nuit des raids contre des repères du PKK à la frontière avec l'Irak et l'Iran. Des attaques et 2 attentats ont entraîné la mort de 5 policiers et celle d'un conscrit ce lundi. En attendant, on apprend cette nuit que Washington dément un accord avec la Turquie sur la création d'une zone tampon à la frontière avec la Syrie. Regardez. Un démenti qui décrédibilise la Turquie. Le département d'État américain a nié les propos du ministère des Affaires étrangères turc qui affirmait hier avoir convenu de la mise en place avec les États-Unis d'une zone de sécurité au nord de la Syrie dans le but de lutter contre l'État islamique. Il n'existe pas de tel accord entre Washington et Ankara. Ce que nous comprenons, c'est que la Turquie a accordé aux États-Unis un élargissement des accès aux installations turques pour améliorer les opérations aériennes contre l'État islamique. Nous avons été assez clairs et nous affirmons d'ailleurs qu'il n'y a pas de zone de sécurité. Nous ne parlons pas de cela ici. Ce dont nous parlons, c'est d'un effort soutenu pour conduire l'État islamique hors de la région. Les 2 alliés de l'OTAN ont toutefois une stratégie commune et les frappes aériennes de la coalition américaine sont lancées depuis peu à partir de bases aériennes turques. La Turquie, jusqu'alors attentiste, est finalement rentrée en guerre contre l'État islamique le 24 juillet dernier en lançant une série de bombardements. Mais les dizaines de raids aériens se sont concentrés sur les positions du PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Seuls 3 raids ayant été signalés contre l'État islamique. Une guerre contre le PKK dénoncée par la population kurde de Turquie. Voilà, on sait que les États-Unis ont déployé dimanche un premier groupe de 6 jets F-16 et 300 militaires sur la base turque d'Incirlik dans le cadre d'un accord conclu en juillet entre les 2 pays pour tenter de lutter contre l'État islamique. Ali Wakel, bonjour. Bonjour. Le 20 juillet dernier, Ankara disait vouloir lutter contre le terrorisme en s'attaquant à l'État islamique, mais aussi aux Kurdes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il s'est plutôt concentré sur les Kurdes que sur les djihadistes de l'État islamique. Oui, tout à fait. Et le démenti américain reflète un désaccord entre la Turquie et les États-Unis sur la quantité des attaques qui doit être subies à chacun de ces 2 partis kurdes et l'État islamique. Sans doute, Eleonore, la Turquie veut utiliser cet accord ou cette entente avec les Américains pour essayer de réduire les gains des Kurdes, pour essayer de réduire ou même d'annuler le scénario cauchemar des Turcs. C'est la création d'une zone qui peut être dans le futur la base d'une entité autonome ou une entité indépendante turque. Ce n'est pas un hasard que la Turquie se concentre ses frappes sur les Kurdes, soit au nord de l'Irak, soit à la frontière avec la Syrie. Le PKK est ciblé, mais le Parti démocratique kurde est aussi ciblé et le nombre des frappes contre l'État islamique sont très réduites, c'est très modeste par rapport aux frappes que subissent les Kurdes. Et c'est le grand enjeu à présent. Est-ce que la communauté internationale, dont à la tête les États-Unis, vont encore une fois sacrifier les Kurdes pour cet accord avec la Turquie? La Turquie est un élément très important dans cette guerre contre l'État islamique, dans cette guerre contre le djihadisme. Pour longtemps, la Turquie a été accusée d'avoir joué un double jeu. Pourtant, on entend très peu Washington récemment. Justement, Washington qui pourrait critiquer la concentration des raids aériens sur le PKK et pas sur l'État islamique. C'est ce qui pousse les Kurdes à penser qu'il s'agit, même avec le démenti américain, il s'agit d'une entente américo-turque. D'un côté, les Américains veulent voir la Turquie impliquée dans cette guerre contre l'État islamique, mais il y a un prix à payer pour la Turquie.
Turquie pour qu'elle s'implique dans cette guerre. Et le prix, apparemment, sera payé en monnaie kurde. Et ça, c'est la grande peur des Kurdes, qu'une fois, ils vont voir leur rêve d'une autonomie plus importante ou d'une entité peut-être indépendante, peut-être un État kurde, disparaît dans le cadre des accords entre géants politiques et entre grands pays. Et apparemment, ça va être le cas. De toute façon, la Turquie va concentrer ses frappes contre les Kurdes avant que la communauté internationale ne change son avis. Parce que dans la balance entre Kurdes et Turquie, je crains que la Turquie va peser beaucoup plus. La grande question, Eleonore, est-ce qu'on parle du Kurdistan d'Irak comme quelque chose qui est déjà clair, qui seront payés par un État indépendant au nord de l'Irak? La grande question, est-ce qu'aussi les Kurdes de l'Irak vont payer ce prix si on prend en considération que la Turquie aussi frappe le PKK à la frontière avec l'Irak? Alors justement, ce regain de tension, cette escalade de violence entre la Turquie, entre les autorités turques et le PKK, est-ce que ça peut compromettre une alliance prochaine entre l'AKP et les sociodémocrates en Turquie? Je ne sais pas si elle peut compromettre. On sait que les partis turcs de droite ou de gauche, islamistes et laïcs, sont plus ou moins unanimes face à leur opposition à la création d'un État kurde ou d'une entité autonome kurde qui soit reconnue par la communauté internationale. N'empêche, la très grande majorité, même du Parti démocrate, est contre la politique étrangère du président Erdogan. Entre l'opposition à la politique étrangère, entre la volonté de ne pas voir un pays, un État kurde qui déchire ou qui confisque une partie du sol turc, reste à voir quelle sera la décision des forces politiques kurdes. Mais je ne pense pas que la guerre contre les Kurdes aura une influence directe sur les négociations gouvernementales. Merci beaucoup, Ali Ouaked. On va parler d'un autre outil de guerre, loin des raids aériens. Le dernier outil du groupe État islamique est sa nouvelle application. L'organisation terroriste a mis au point une plateforme où l'on trouve des photos de combat comme des messages de propagande, n'est-ce pas, Rudy? Oui, c'est une application pour smartphone. Alors on sait déjà, la communication, notamment la communication à l'adresse des plus jeunes, est un des points essentiels de la stratégie de recrutement de Daesh. Alors depuis 6 mois, les gouvernements internationaux, aidés par les géants du web, ont amorcé une timide mobilisation contre cette propagande. Résultat, les comptes YouTube, le service vidéo lié à Daesh sont fermés, supprimés régulièrement. Idem pour les comptes Twitter, bien que rien qu'en France et en français, il y aurait 40 000 tweets qui partent de Daesh, qui soient relayés par Daesh tous les jours. Alors Daesh a quand même dû réadapter sa stratégie et a su le faire très vite. Alors il y a d'abord eu les magazines en ligne, en arabe, en anglais, puis en français, des magazines au design très soigné, distribués un peu sous le manteau, mais sous le manteau numérique, en format PDF sur Internet. Alors pour continuer dans cette stratégie, qui est une stratégie en fait de détournement des circuits traditionnels d'Internet, alors Daesh aurait donc, en tout cas c'est ce que révèle le Point hier, créé une application destinée à ses sympathisants, dont le but est finalement de continuer à fasciner et continuer donc à recruter. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette application? Alors ce ne serait pas un instrument de communication interne, c'est un véritable outil de propagande. Donc l'appli donnerait accès à des contenus classés par catégorie, très classiques, photos de combat, émissions de radio quotidiennes d'une radio qui s'appelle Al-Bayan, textes en tout genre, récits et les communiqués officiels de Daesh. Voilà ce qu'on sait sur cette appli qui est évidemment clandestine, parce que selon certains spécialistes, il se pourrait que cette appli soit la troisième du genre, troisième version. Preuve qu'en coulisses, on a aussi essayé de la pirater et de la combattre de l'intérieur. D'ailleurs, le nom de l'appli est aussi très discret. Il s'appelle tout simplement Nouvel Android. Alors pour que l'on comprenne bien, comment on peut se procurer cette application? Pas sur Google Store quand même. Non, alors justement, quand vous mettez une application sur Google Store, eh bien Google doit valider la qualité de votre application pour pouvoir la mettre à disposition, ou en tout cas vous la mettre en vente. Idem pour l'Apple Store. Là, ce n'est absolument pas le cas. En fait, pour se le procurer, les sympathisants de Daesh et les autres apprentis djihadistes doivent pirater un code capable de faire fonctionner l'application sur leur téléphone, et le tour est joué. Merci beaucoup, Rudy Saad. Et puisque l'on parle d'Internet et de ses dangers, sachez que le ministère israélien de la Défense vient d'annoncer que ses employés ont subi des attaques de logiciels malveillants. Mathias Inbar fait le point, on en reparle juste après. La guerre cybernétique au cœur des enjeux sécuritaires de l'armée israélienne. Le ministère de la Défense à Tel Aviv
aurait déjoué plusieurs tentatives d'attaque visant son réseau au cours des dernières semaines. C'est un mail envoyé aux employés du QG de la défense israélienne qui aurait éveillé les soupçons. Il contenait alors une pièce jointe composée de logiciels malveillants, en clair, un malware. Son objectif, permettre l'accès à distance des ordinateurs situés en réseau, une attaque finalement bloquée par les unités de cybernétique de Tsahal. Ce logiciel était un type de cheval de Troie d'accès à distance, ce qui donne aux hackers l'accès aux fichiers informatiques, la possibilité d'enregistrer des conversations, ainsi que la prise des captures d'écran d'ordinateur. Une intrusion, selon Tsahal, qui n'aurait pas permis de mettre la main sur des infos ultra confidentielles, mais qui a de quoi attirer la sonnette d'alarme du côté des experts. Résultat, silence radio de l'armée israélienne sur la provenance de l'attaque et l'identité des pirates informatiques. Des instructions strictes ont été données à tous les employés, prise de risque minimale sur Internet, pas d'accès aux réseaux sociaux et surtout interdiction formelle d'introduire des clés USB dans les ordinateurs. Lors des 2 dernières années, Israël a été la cible d'un certain nombre de cyberattaques. Les responsables israéliens ont à chaque fois pointé du doigt le Hezbollah et le gouvernement iranien. Mais en juin dernier, des Chinois avaient également réussi à pénétrer les réseaux israéliens. Ils avaient alors volé certains plans de la première version du Dôme de fer. Mathias Inbar, vous parlez d'attaques en provenance du Proche-Orient et de Chine. Est-ce qu'on en sait plus sur cette dernière tentative de piratage? Et justement, malgré les nombreux appels que j'ai pu passer du côté du porte-parole de l'armée israélienne et du ministère de la Défense, silence radio total. Pourquoi? Parce que l'armée israélienne et surtout le ministère de la Défense ne veulent pas communiquer sur l'origine de l'attaque parce qu'ils sont en train justement d'étudier cette origine. Ils n'ont pas trouvé encore véritablement l'origine, le cœur de cette attaque. Si on savait par exemple, vous savez, il y a plusieurs mois, on a parlé de Shoah d'Internet. Il y avait cette journée où Israël devait totalement s'arrêter. Eh bien à l'époque, on sait qu'il y avait eu des hackers de Mauritanie, du Maroc et de Somalie. Là, en l'occurrence, les attaques, et il n'y avait pas eu d'ailleurs de résultat parce qu'Israël s'était bien défendu et surtout préparé. Cette nouvelle attaque est malicieuse, d'où le nom du malware, ce logiciel malveillant, parce qu'il est capable d'être lu par n'importe quel employé, du plus petit employé au grand employé. Et c'est une erreur d'ailleurs d'une personne qui travaille au ministère de la Défense qui a déclenché ce logiciel, parce que normalement, j'en parle, les règles sont strictes. Lorsqu'il y a un mail qui n'est pas connu de tous, immédiatement on doit lever les mains, prendre un peu de recul et appeler l'unité de cybernétique, ce qui n'a pas été fait, et justement ce logiciel et cette attaque. Alors concrètement, qui fait face à ces attaques? C'est le brouhaha, parce qu'il y a eu effectivement la création, il y a plus d'1 an, d'un laboratoire créé par le bureau du Premier ministre, qui, si vous voulez, gère non seulement le Shin Bet, mais également les renseignements militaires israéliens, l'unité 8200 et le Mossad. Et donc ça fait beaucoup d'unités en une, et donc c'est le brouhaha parce que chacun se renvoie la responsabilité de l'attaque, chacun essaye de trouver l'origine de l'attaque. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Alors Israël est considéré également comme une puissance cybernétique et elle exporte aussi son savoir. Écoutez, je vais vous donner un chiffre assez impressionnant, 3 milliards de dollars. C'est depuis le début de l'année 2015 la somme exportée par Israël en termes de savoir-faire cybernétique. L'une des preuves également, c'est cet accord signé en juillet dernier et entériné il y a quelques jours entre IATA, qui est l'association de défense de toutes les compagnies aériennes, avec le laboratoire de cybernétique de l'université de Tel Aviv, pour contrer toute attaque cyber contre les compagnies aériennes. On le sait, c'est l'un des grands enjeux pour défendre justement si par exemple demain une attaque pouvait survenir contre une tour de contrôle ou contre un ordinateur géré par les compagnies aériennes. C'est vrai qu'il y a quelques mois, il y a un avion qui aurait été détourné, dont la trajectoire aurait été détournée par un pirate informatique. Alors même si ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était une sorte de simulation et l'avion, lui, n'a pas bougé de trajectoire. Il n'empêche que ça a mis la puce à l'oreille et qu'effectivement, il va falloir faire très attention au piratage des avions. Donc la nouvelle menace en Israël, c'est bien la menace cybernétique.
On parle bien de lutte antiterroriste, dernière info, et non des moindres, ça peut concerner aussi les plus jeunes comme les adultes. Israël pourrait offrir son savoir-faire à tous les grands parcs d'attractions parce que, il faut le dire, l'un des enjeux aussi des terroristes, c'est de maîtriser les ordinateurs qui gèrent les loopings et tous les grands parcs d'attractions, que ce soit sans citer de marque Disney ou autre, pour justement créer une attaque. Et ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Israël pourrait signer un contrat avec des grands majors de grands parcs d'attractions pour contrer d'éventuelles attaques contre les parcs d'attractions, les loopings. Merci beaucoup Mathias Inbar pour ces précisions. Restons en Israël avec ces propos du ministre israélien de la Défense qui a déclaré que la série d'attentats en Israël était le résultat direct de l'incendie criminel de Douma. Côté palestinien, un rapport publié par les services de sécurité intérieure révèle que 17 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. Et c'est dans ce contexte qu'un terroriste du Hamas impliqué dans la reconstruction des tunnels a été arrêté. Il a livré de précieuses informations sur des projets d'attentats. Plus de détails avec Maxime Pérez. C'est une grosse prise pour le Shabak. Ibrahim Shaher, 21 ans, a été arrêté le mois dernier par les services de contre-espionnage israéliens. Ce Palestinien originaire de Rafah, au sud de la bande de Gaza, est présenté comme un pion essentiel des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas. Lors de son interrogatoire, le suspect aurait livré de précieuses informations sur les activités du mouvement islamiste palestinien, notamment ses efforts investis depuis l'été dernier dans la construction de tunnels offensifs en direction du territoire israélien. D'après le compte-rendu du Shabak, Ibrahim Shaher aurait révélé l'existence d'un passage souterrain entre la ville de Rafah et le point de passage de Kerem Shalom, là où transitent les marchandises à destination de la bande de Gaza. Ce membre du Hamas aurait également donné l'emplacement de plusieurs tunnels en cours de construction, y compris ses points d'entrée et de sortie. À défaut de pouvoir empêcher une prochaine guerre à laquelle se prépare activement le Hamas, Israël dispose d'une nouvelle banque de cibles, un atout qui lui permettra de mieux anticiper la menace des tunnels, véritable casse-tête pour les renseignements militaires de Tsahal. Et dans le même temps, le Hamas n'est pas en reste en Cisjordanie. Le premier rapport semestriel du Shabak pour l'année 2015 indique une recrudescence de ses activités terroristes. Plusieurs cellules opérant pour le compte du mouvement islamiste ont mené des attaques ces derniers mois, parfois meurtrières. Et sur les 17 attentats suicides déjoués par les forces de sécurité israéliennes depuis janvier, 5 ont été directement orchestrés par le Hamas. Bien que traqué en Cisjordanie, y compris par l'autorité palestinienne, le mouvement islamiste serait à l'origine de 62 tentatives d'attentats anti-israéliens. Dans la plupart des cas, le Hamas aurait changé son mode opératoire qui ne ressemblerait en rien à ses pratiques lors de la seconde intifada. Désormais, l'apprenti terroriste est autodidacte, il agit seul et utilise le plus souvent des armes de fabrication artisanale. Plus question non plus de chercher le martyr, la priorité est d'opérer dans la clandestinité. Un terrorisme qui n'ambitionnerait plus de frapper les villes israéliennes à l'intérieur de la ligne verte, mais uniquement les soldats et les habitants juifs de Cisjordanie. En France, un viol est déclaré toutes les 40 minutes à la police, 33 par jour, un bilan d'autant plus dramatique qu'une faible proportion de viols seulement sont déclarés. Oui, exactement. Alors l'enquête nous vient du Figaro, des chiffres impressionnants et d'autant plus dramatiques et d'autant plus inquiétants qu'il ne s'agit que des affaires donc signalées aux autorités de police et transmises au parquet. Or, ces déclarations ne constituent en réalité que 10% de la totalité des viols. Alors à souligner aussi l'évolution de ces actes. Regardez, évolution du nombre de viols déclarés entre 2010 et 2014, plus 18% de viols dénoncés. On est arrivé à 12 000 viols en 2014, viols sur mineurs plus 20%, avec près de 7 000 cas répertoriés l'année dernière. Alors cette évolution du viol chez les mineurs, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Par exemple par une alcoolisation massive, par la drogue ou même l'influence de la pornographie désormais si facile d'accès sur Internet. Alors un constat qu'il faut quand même tempérer. Et oui, ces chiffres ne sont pas seulement en augmentation parce que les actes sont en augmentation, mais sans doute et aussi parce que les victimes
osent beaucoup plus régulièrement et systématiquement porter plainte. D'ailleurs, on a bien vu que les signalements sont multipliés dans le secteur de l'éducation nationale lors de l'affaire de Villefontaine, cette école dont le directeur a été écroué pour acte de pédophilie. On voit les images, c'était au printemps dernier. Et puis on note ensuite la présence beaucoup plus affirmée de personnel féminin dans les unités de police, de gendarmerie, ce qui aide, on le comprend, à libérer la parole des victimes et des proches des victimes. Est-ce qu'il y a un profil type d'agresseur? Alors, plus qu'un profil type, bien souvent, l'agresseur est connu. Dans 80% des cas, l'agresseur est un ami d'amis, un voisin. Or, cet ami, ce meilleur pote, ce gars que tout le monde adore, il est difficile de le dénoncer parce que les autres sont rarement prêts à l'entendre. Et c'est d'ailleurs ce que souligne la campagne du collectif féministe contre le viol, campagne qui a été diffusée au début de l'année. Je vous propose de la regarder tout de suite. Pour Mathilde et Jean, Marc est leur meilleur ami. Il a même été leur témoin de mariage. Pour Nora, c'est le mec le plus drôle qu'elle connaisse. Pour Eric, c'est le pote sur qui on peut vraiment toujours compter. Pour moi, c'est celui qui m'a violée. Mais ça, qui peut l'entendre? Voilà, donc, encore une fois, on insiste, dans 8 cas sur 10, 80% des cas, cet agresseur fait partie de l'entourage. Merci beaucoup, Betsabé Salem. En Tchétchénie, les femmes célèbrent la première plage destinée aux femmes et le gouvernement promet une série de mesures pour permettre à ces femmes de profiter de toutes sortes d'activités de loisirs en groupe dans ce pays à majorité musulmane. Léonard Jauré. Au bord de la mer de Grosny, les femmes peuvent désormais profiter des plaisirs balnéaires, loin des regards masculins. C'est en Tchétchénie qu'a ouvert la semaine dernière la première plage exclusivement réservée à un public féminin. Elles sont donc des dizaines à avoir participé à l'inauguration du nouvel espace, plus de 5000 m² entouré d'une clôture de 3 mètres de haut et géré par un personnel entièrement composé de femmes. Seuls les garçons de moins de 12 ans, accompagnés de leur mère, sont admis à l'entrée. Maintenant, sans quitter le territoire de notre République, nous pouvons nous détendre ensemble en famille. Nous pouvons venir ici nager dans un endroit qui est loin du regard des hommes. Dans une région à majorité musulmane, le gouvernement du président pro-russe Ramzan Kadyrov ne compte pas s'arrêter là. La plage n'est que la première étape dans la construction d'un grand pôle de loisirs. Le chef de notre République a créé pour nous, pour les femmes, cet endroit merveilleux où nous pouvons nous détendre. Et nous sommes très heureuses. Nous aimerions que cette plage soit gratuite, qu'elle soit préservée pour rester aussi belle et aussi propre qu'elle l'est maintenant. J'aime beaucoup cette plage, c'est vraiment beau ici. Alors que les femmes affichent leur enthousiasme face au micro des journalistes, la réalité peut être un peu moins rose. Depuis plusieurs années, le président impose des lois influencées par l'islam radical. Les droits des femmes y sont progressivement réduits et les ONG s'inquiètent de la situation. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on vous parlera de cette nouvelle campagne de Coca-Cola pour contrer la croyance selon laquelle les boissons sucrées sont mauvaises pour la santé. C'est juste après un journal présenté par Julien Madoula. Tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. Chaque jour, de nouvelles informations nous parviennent sur les dernières manifestations de Ferguson aux États-Unis. Cette nuit, la police américaine a annoncé que le jeune noir grièvement blessé par les policiers s'avère finalement avoir été armé. Sola Lazeroual. À Ferguson, les forces de l'ordre américaines présentent leur version des faits. Dans cette vidéo de surveillance diffusée hier soir, la police de St. Louis County montre le suspect sortir un pistolet de son pantalon, un échange de tirs, la foule se disperser. Dans la banlieue de Saint-Louis, les manifestations commémorant l'anniversaire de Ferguson ont dégénéré. Un jeune homme noir de 18 ans a été grièvement blessé par la police. Ferguson, théâtre d'émeutes et d'affrontements entre manifestants et policiers depuis la mort de Michael Brown, le jeune homme noir abattu en pleine journée, il y a un an, par un policier blanc. Symbole de tensions raciales aux États-Unis, les manifestations de Ferguson se sont propagées dans tout le pays. Si les tensions demeurent, la communauté afro-américaine est déterminée à montrer son unité devant le reste du monde.
Et toujours aux États-Unis, alors que Larry Page se retrouve désormais à la tête d'Alphabet, c'est Sundar Pichai qui est le nouvel homme fort de Google. L'homme est peu connu du grand public et décrit par les médias américains comme un homme discret. Né en Inde dans une famille modeste, le nouveau patron de Google est un symbole du rêve américain. Son portrait en image avec Léa Volbert. Le nouveau visage de Google, c'est lui. Sundar Pichai, 43 ans, est depuis lundi directeur général du géant d'Internet, désormais chapeauté par la toute nouvelle holding Alphabet. Une place de premier choix au sein du groupe américain, puisque Google représente de très loin la plus grande part d'Alphabet, une place qui lui revient tout naturellement, puisqu'il est le bras droit du puissant Larry Page depuis plusieurs années déjà. Arrivé en 2004 chez Google, Pichai supervisait jusqu'ici la gestion quotidienne des produits, l'ingénierie et la recherche. C'est notamment grâce à lui qu'a été lancé en 2008 le navigateur Internet Google Chrome. Si les médias américains le décrivent comme discret, son CV lui assure une renommée mondiale. Diplômé de l'Institut indien de technologie Kagharpur, titulaire d'un master de sciences de l'université de Stanford, titulaire également d'un master de gestion d'entreprise de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. De quoi séréniser les quelques perplexes. Son mentor et cofondateur de Google, Larry Page, lui a publiquement réaffirmé toute sa confiance dans un récent communiqué. Il se dit ravi de travailler en collaboration avec une personne si talentueuse. Une collaboration qui promet de belles heures au nouveau Google. Allez, de Google à Coca-Cola, les grandes marques revoient leur stratégie. Coca-Cola se lance dans une campagne d'envergure pour tenter de convaincre son public. Les boissons sucrées ne sont pas malsaines. Pour faire passer ce message, la célèbre marque Betsabe a investi des sommes colossales. Exactement. Alors, selon une enquête qui a été relayée par le New York Times, eh bien, la célèbre enseigne de soda a investi des sommes faramineuses, des millions de dollars, pour lutter contre cet amalgame boissons sucrées égale obésité. Alors Coca veut promouvoir de nouvelles solutions dites scientifiquement prouvées, puisque Coca-Cola a pris le soin de s'entourer de scientifiques de renommée. Ainsi, le message de Coca-Cola: pour en maintenir un poids sain, faites de l'exercice physique, mais surtout ne comptez pas les calories contenues dans vos plats et vos boissons. Les consommateurs seraient donc coupables de passer trop de temps à compter ces calories au lieu de faire du sport qui, selon Coca-Cola, permettrait d'anéantir les méfaits d'une alimentation trop sucrée. Ouais, pourtant, la même science alerte sur les dangers des boissons sucrées. Exactement, régulièrement. Exemple parmi d'autres, la consommation de ces boissons sucrées serait directement responsable de plus de 180 000 décès en une seule année, selon par exemple des scientifiques britanniques. Alors, la relation de causalité, elle est évidente. Permettez-moi de vous la rappeler. Une consommation excessive de sucre augmente le risque d'embonpoint, d'obésité. Or, ce surpoids contribue à son tour au développement de maladies chroniques graves, de cancers, de maladies cardiaques. Or, le Coca-Cola, c'est un soda qui est une bombe calorique pouvant contenir 6 morceaux de sucre par canette. Autre exemple intéressant, c'est une étude montrée par le Daily Mail récemment, l'effet d'une canette de soda sur votre organisme dans l'heure qui suit sa consommation, Éléonore. Alors d'abord, vous avez tout ce sucre que vous ingérez, ensuite vous avez un pic d'insuline. Qu'est-ce qui se passe? Votre foie transforme en gras le sucre, et puis ensuite vous avez la caféine qui est absorbée, les pupilles se dilatent, la pression sanguine augmente, le foie décharge du sucre dans le sang. Et pendant que la dite science Made in Coca-Cola prouve l'innocuité de la dite boisson, l'épidémie d'obésité, elle, poursuit sa course aux États-Unis, où elle touche plus d'un adulte sur 3. Enfin, le Coca-Cola, c'est quand même le symbole de la junk food américaine. Ce sera difficile de changer d'image. Merci beaucoup, Betsabe Salem. Fin juillet, des images de poubelles s'entassant dans les rues de la capitale du Liban et dans les banlieues faisaient le tour du monde. Aujourd'hui encore, les Libanais sont exaspérés et les rues sont encore jonchées d'ordures. Léonore Jory nous explique pourquoi. La crise des déchets se poursuit au Liban. Depuis presque un mois, les ordures s'entassent le long des routes et ne sont toujours pas ramassées. En cause, la fermeture de la décharge de Naamé le 17 juillet dernier. Conçue pour desservir la capitale et sa région de manière provisoire, elle est restée en activité pendant 18 ans. 2 millions de tonnes de déchets devaient être traitées. Ce sont finalement 15 millions de tonnes qui ont été accueillies. Autre raison, la fin du contrat souscrit avec la compagnie de gestion des ordures. Aucun renouvellement n'a été annoncé pour l'heure. Les habitants des environs décrivent un quotidien insoutenable et accusent le gouvernement d'inertie.
La semaine dernière, une manifestation était organisée à Beyrouth. Ils étaient quelques centaines à exiger qu'une réponse viable soit rapidement trouvée. Nous faisons partie d'un pays dont nous avons toujours été fiers. Maintenant, il y a des tas d'ordures à chaque coin de rue. En plus, c'est dommage que ça se passe en pleine saison touristique. Les ordures reflètent l'image des politiciens plus que la nôtre. Le mouvement d'aujourd'hui, intitulé « Vous sentez mauvais », parle de lui-même. Cela signifie que les politiciens sentent mauvais. Honnêtement, on en a marre de rester chez nous en attendant que les choses changent. En tant que citoyens libanais, nous avons besoin de vivre dans un pays avec un minimum de services. Nous voulons vivre dans la dignité conformément à la loi. Alors que la menace d'une crise sanitaire plane sur Beyrouth, les autorités, elles, disent plancher sur des solutions temporaires. Mais la question des déchets n'est pas le seul problème que connaît le pays. Absence d'infrastructures modernes et coupure d'électricité quotidienne, la population dénonce une situation catastrophique. Le pays est vraiment dans la pire des situations. La profonde division politique se reflète dans toutes les institutions de l'État, à un tel point que la corruption est légalisée, en plus des ordures et de l'électricité. Les problèmes s'accumulent, mais jusqu'où ça va aller ? La guerre en Syrie qui fait rage depuis 2011 a plongé le Liban dans une grave crise politique. Le Parlement est divisé entre partisans et opposants au régime d'Assad. Incapables de se mettre d'accord, les députés avaient prolongé leur mandat jusqu'en juin 2017. Sans président depuis plus d'un an, la population continuera d'attendre. En Israël, des dizaines de jeunes volontaires issus des 4 coins du monde ont rejoint les rangs de l'armée. Qu'est-ce qui motive ces étrangers à rejoindre le pays, à faire ce choix? Julien Balloul a suivi l'un d'entre eux. Il est d'origine belge. Reportage. Jonathan a 24 ans. Il a émigré de Belgique il y a un peu plus d'un an, seul, pour devenir citoyen de l'État d'Israël. Dans quelques heures, il franchira une étape supplémentaire dans sa démarche en rejoignant volontairement les rangs de Tsahal. Un choix avant tout rationnel pour lui. Quand j'ai décidé de faire mon alia, j'ai su qu'il fallait que je m'intègre absolument. Et effectivement, l'armée, pour moi, c'est un passage obligatoire. À l'inverse des jeunes Israéliens qui rentrent à l'armée à 18 ans après le bac et entourés de leurs amis et parents, Jonathan, lui, se présentera seul ce matin au centre d'enrôlement. Il fait partie des centaines de soldats seuls de Tsahal. Un choix pas toujours évident à accepter pour les parents restés à l'étranger. Ma mère a crié. Elle ne voulait pas que je rejoigne une unité spéciale, donc j'ai pu lui expliquer que pendant les 6 mois, malheureusement ou heureusement, je ne ferai pas d'unité combattante. Donc ça l'a rassurée un petit peu, puis elle sait que c'est pour mon bien et le bien du pays aussi. Au cours de la guerre de l'été dernier, plusieurs médias et politiques en Europe ont établi un parallèle entre les jeunes musulmans qui rejoignent l'État islamique en Syrie et les jeunes juifs qui s'engagent dans l'armée israélienne. Une comparaison que Jonathan rejette en bloc. Il faut savoir que Daesh, c'est quand même, on peut dire, un groupe terroriste qui a quand même des convictions qui ne sont pas du tout les mêmes avec celles de l'armée israélienne. En Israël, quand on vient, d'une part, on vient pour défendre un État qui est en danger. Et deuxièmement, quand on vient ici, ça fait partie d'un processus d'intégration. On a envie d'habiter ici. Alors que les personnes qui vont pour se battre dans les groupuscules tels que Daesh, c'est plutôt pour se battre pour une idéologie qu'ils ont, mais non pas pour rester là-bas après dans le pays ou quoi que ce soit. Et si la plupart de ses amis en Belgique comprennent sa démarche, d'autres se montrent plus réticents. J'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui vont peut-être me parler justement de l'idéologie qu'il y a derrière l'armée, que c'est pas bien, que c'est une armée territoriale, tout ça. Donc voilà, effectivement, après je leur ai expliqué que c'était pas du tout le cas, c'était plutôt une armée de défense. Une dernière vérification du sac pour s'assurer de ne rien avoir oublié. Jonathan arrive à la base militaire de Tel HaShomer. Comme lui, des dizaines de jeunes venus du monde entier rejoignent aussi l'armée israélienne ce matin. Jason Barnett travaille pour Nefesh Benefesh, une association venant en aide aux soldats qui vivent sans leurs parents en Israël. Les chiffres qu'il avance sont impressionnants. Aujourd'hui, nous avons 110 nouveaux immigrants qui rejoignent Tsahal en tant que soldats seuls. En tout, nous nous occupons actuellement d'environ 2500 soldats seuls. Juste avant de franchir le pas, Jonathan se sent prêt, bien qu'un peu angoissé. Je me sens un peu excité. Le jour J est là, ça fait quelques mois que j'attends quand même. Donc assez content d'être là, j'ai hâte de voir où est-ce que je serai affecté. Après des entretiens supplémentaires, le moment de monter dans le bus est arrivé. Direction le centre d'enrôlement de Tsahal pour y recevoir une plaque et carte d'identité militaire, des uniformes, se couper les cheveux et ainsi devenir officiellement soldat israélien.
Julien Baloul, qu'est-ce qui pousse ces jeunes venus de l'étranger de s'engager dans les rangs de l'armée israélienne? Alors on l'a vu dans le reportage, c'est souvent une volonté d'intégration, c'est-à-dire que ces jeunes comprennent que quand on veut s'intégrer dans la société israélienne, étant donné que la quasi-totalité des jeunes israéliens font l'armée, le mieux pour devenir israélien, c'est de faire comme tout le monde, c'est-à-dire comme le bac comme eux, les études comme eux et le service militaire comme eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le lien entre les volontaires étrangers et l'armée israélienne est très ancien. En fait, il remonte à avant la création de l'État d'Israël. Il y a toujours eu des volontaires étrangers qui étaient venus soutenir la création de l'État d'Israël, venus soutenir l'armée israélienne dans les périodes de guerre. Il y a même des programmes de volontariat de courte période avec des jeunes qui viennent par exemple balayer dans la base militaire ou plier, si vous voulez, les uniformes pour prêter main forte d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui en Israël, le statut de soldat isolé, de soldat seul a vraiment une reconnaissance sociale qui est importante. Il y a des associations, il y a beaucoup d'aides. Je voudrais vous montrer cette vidéo. C'était l'été dernier pendant la guerre à Gaza. Il y avait des soldats seuls, des soldats isolés qui n'ont pas de famille en Israël, qui sont morts au combat à Gaza, et les populations étaient appelées à venir aux enterrements pour ne pas qu'ils soient seuls au cimetière, justement parce qu'ils n'avaient pas leurs parents ou leurs familles. Et on voit ces vidéos, il y avait des milliers de personnes qui s'étaient rendues aux enterrements. Ça avait beaucoup émis en Israël. Spontanément, absolument, c'était des dizaines de milliers de personnes qui venaient de la cimetière, des anonymes qui venaient. Ça avait beaucoup émis en Israël. Et alors comment ces soldats isolés ou soldats seuls vivent ce statut? Alors c'est pas parfait. Il y en a pour certains, et en effet, ça permet vraiment de s'intégrer dans la société israélienne. C'est une étape réussie. Pour d'autres, en revanche, c'est le drame. Certains n'arrivent pas à supporter la distance avec la famille. Certains n'arrivent pas à se faire recadrer militaire parce que tout simplement personne dans leur famille n'a fait l'armée, donc ils ne sont pas préparés psychologiquement à ce cadre. Des difficultés financières. Des difficultés financières, absolument. Beaucoup rentrent à l'étranger dans leur pays d'origine parce qu'après l'armée, leur cadre, si vous voulez, leur famille s'est écroulée vu qu'il n'y a plus le service militaire. Ils n'ont pas réussi à trouver un travail, donc beaucoup rentrent. Donc c'est pas tout à fait parfait. Merci beaucoup Julien Baloul. En Ukraine aussi, ils sont des milliers à avoir émigré en Israël ces derniers mois. Cette communauté fuit à la fois les combats mais aussi les persécutions car les Juifs d'Ukraine se retrouvent souvent pris entre deux feux. C'est un reportage d'Elsa Mimoun. Il y a un mois, Roman, jeune Ukrainien d'origine juive, quittait son pays natal avec sa femme pour s'installer dans un kibboutz du nord d'Israël. Ce jeune avocat de formation, originaire de Donetsk, a vu sa vie changer depuis le début du conflit dans l'Est ukrainien en 2014, dirigé à présent par les séparatistes pro-russes. Un matin, des rebelles sont arrivés à mon travail, une unité de 5-6 hommes avec Kalachnikov à la main, et ils m'ont emmené en prison pour m'interroger. Accusé d'espionnage au profit des nationalistes ukrainiens, Roman est placé en isolement, dans le noir, battu. Il ne reçoit ni eau ni nourriture pendant près de 12 heures. J'ai vu un homme là-bas qui avait été tabassé. Il y avait beaucoup de sang. Je voulais lui demander son nom, mais il ne pouvait même pas parler après avoir été libéré. J'ai vu aux informations qu'un homme avait été retrouvé mort à côté de l'endroit où nous avions été retenus. Je n'ai jamais su s'il s'agissait de la même personne. Face au conflit qui n'en finit pas et à la montée de l'antisémitisme, très présent notamment sur les réseaux sociaux, Roman décide de quitter l'Est ukrainien pour la capitale Kiev, puis Israël, laissant derrière lui sa famille et son travail. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous avons des réfugiés en provenance de l'ancienne République soviétique. Ils sont environ 400 000 en tout et en Ukraine, on ne sait pas exactement. Entre 50 et 70 000 sont toujours là-bas, mais ils partent nombreux de plus en plus chaque jour. Les gens qui viennent ne sont pas des SDF, mais des professionnels, des businessmen, des avocats, des banquiers. Ils ont dû tout laisser derrière eux. Et beaucoup arrivent traumatisés après avoir été kidnappés, torturés ou encore obligés de porter et d'enterrer des corps pour une poignée d'argent. Les séparatistes font pression sur les gens qui ont un point de vue différent d'eux. Ma famille se cache et ne dit pas qu'elle est contre les séparatistes. Je suis inquiet pour eux. Il y a un mois, une roquette a atterri à 30 mètres de leur maison. Même si pour Roman, sa vie est désormais ici, en contact avec sa famille par Internet chaque jour, il garde l'espoir de pouvoir retourner les voir dans un futur proche. Dans un instant, on vous parle de ce phénomène bouleversant, la mort du LOL, la célèbre abréviation de Laughing Out Loud, rire très fort et beaucoup, serait en voie de disparition au profit d'un plus simple ha ha ha. C'est dans un instant, juste après le journal.
pharmaceutique s'intéresse de plus en plus au cannabis. Les entreprises qui se consacrent à la plante ont fait d'Israël un expert en la matière. Les passerelles entre ces entreprises et les grands groupes se multiplient. Benjamin Le Souef vous explique tout sur ce phénomène. Israël fait le pari du cannabis. Les brevets se multiplient sur l'utilisation thérapeutique de la plante, des brevets auxquels s'intéressent de près les grands groupes pharmaceutiques internationaux, comme l'israélien Teva. Il y a un cercle vertueux qui se déroule maintenant, une combinaison entre une législation sensée, la sensibilisation du public et la véritable percée scientifique. Tout cela est à l'unisson, si je puis dire, avec une stratégie de propriété intellectuelle et de brevets qui permettra aux compagnies israéliennes de s'étendre à l'étranger, autant qu'elles bénéficieront à Israël. Si les vertus psychoactives de la plante sont reconnues, le cannabis soulève encore un débat passionné et pas exclusivement scientifique. Les tenants d'une libéralisation totale et ceux d'une législation restrictive, voire d'une interdiction, s'affrontent. Un débat qui freine encore la recherche. Les choses semblent changer pourtant. L'intérêt porté au cannabis par les grands groupes pharmaceutiques crédibilise un peu plus les entreprises qui se sont lancées dans la recherche pour déterminer l'efficacité thérapeutique de la plante. Avec la connaissance qui s'accroît sur le fonctionnement du cannabis, le cannabis a attiré l'attention en tant que traitement médical. Et maintenant, nous essayons de définir exactement quelles sont les vertus médicales du cannabis ou ses dérivatifs. C'est l'objectif avec les scientifiques aujourd'hui. Nous faisons des recherches qui nous permettront de compiler des données sur quelles maladies, quoi et quand utiliser le cannabis, quelle quantité et de quelle puissance. Une approche pragmatique qui fait de la recherche israélienne l'une des pionnières en la matière. C'est sur le domaine des brevets que se mène aujourd'hui la bataille du cannabis. En voulant racheter leurs brevets aux compagnies israéliennes, les groupes pharmaceutiques internationaux ouvrent une nouvelle voie au cannabis médical et offrent à la plante un avenir florissant. C'est l'instant cinéma et glamour du morning avec la jolie Laetitia Loreni. Bonjour Laetitia, vous nous parlez ce matin des films qu'il ne faut pas rater cette semaine. Oui, du film. Lesquels ? Ah, le film. Vous reconnaissez bien évidemment ce thème. Votre mission, si vous l'acceptez les copains, c'est d'aller voir Mission Impossible 5. La recette Mission Impossible, elle est simple. Vous prenez Ethan Hunt, un grand méchant qui veut détruire la paix sur Terre. Mettez-y des cascades, un scénario qui amènera le spectateur un peu partout dans le monde et des gadgets de fou. La voix aussi, ça fait partie du... Oui, ça fait partie du... Okay. Alors, bien entendu, il faut se poudrer de cette voix sublime que je possède, de scènes d'action impressionnantes et fun à regarder. Et vous avez un un Mission Impossible. Ça fait 20 ans, que ça existe. Regardez en image le numéro 5. Il faut traverser 4 mètres de béton, 260 000 litres d'eau pressurisée, sans rien de métallique. Sans bouteille d'oxygène. Benji, en position. Ethan, t'es prêt? Un point important. Si tu n'as pas ouvert le panneau au bout de 2 minutes et demie, on est morts tous les deux. Non. Ethan, est-ce que tu me reçois? Arrête maintenant! Mission annulée! Attends. Tu peux conduire? Il y a 1 minute, t'étais mort. Mais enfin, de quoi tu parles? Tout ça va mal finir. Monsieur le Président, l'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Ce n'est pas juste une organisation dissidente. Elle s'est déshonorée. Dissoudre Mission Impossible est une erreur que vous pourriez regretter. Brand, j'écoute. Sécurise l'appel. Vas-y. Le syndicat est bien réel et ils savent qui nous sommes. C'est une nation dissidente, entraînée à faire ce que nous faisons. Une anti-Mission Impossible. Ils feront tout pour nous avoir. Oh la vache. Vous voulez en finir avec le syndicat? C'est impossible. Mets-toi en position. J'ai un visuel. Le spectacle va commencer. D'accord.
Vous et votre équipe devrez répondre de chaque acte de destruction dont vous êtes responsable. Maintenant, on est tous recherchés par la CIA. Génial. T'as mis ta ceinture? C'est maintenant que tu le demandes! Accroche-toi! Ça pourrait bien être notre dernière mission. Terminons en beauté. Ouvre la porte! Allez vite! Ouais, bah j'essaye! Benji, ouvre cette porte tout de suite! Oh, c'est pas vrai! Il a quand même pris un petit coup de vieux, hein, Tom Cruise. Pourtant, c'est lui qui fait ses cascades, apparemment. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'après cette cascade qu'on a vue dans l'avion, qui a fait le tour de la toile, tout le monde s'est agité en se posant la question, mais est-ce qu'il fait vraiment ces cascades ou non? Oui, il l'a bien confirmé. Il a fait les cascades du film Rudy. Non, moi, même à 33 ans, je peux pas la faire, celle-là. Vous êtes sûr? Ah, certain. Mais attendez, celle où on voit la voiture comme ça voler, il est pas dedans. Hein, non, mais là où il s'accroche à l'avion, il s'est vraiment accroché à l'avion. Ouais, voilà, et sur la moto, etc. Et c'est vrai que dans ce film, les cascades sont effectivement très impressionnantes. Là, donc, une fois plus, on voit l'avion dans cette bande-annonce, mais c'est bourré de scènes et de cascades comme celle-ci. Mais il y a un vrai scénario qui tient la route dans ce Mission Impossible Rogue Nation, beaucoup plus que le Ghost Protocol qui était celui d'avant. Là, vraiment, on est revenu sur des structures solides de scénario avec des scènes et des histoires, une histoire qui se goupille extrêmement bien. Je disais tout à l'heure, ça fait 20 ans que ça existe, hein, cette licence Mission Impossible, et elle a vu passer Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams et Brad Bird derrière la caméra pour les rendre impossibles, hein, ces missions. Et là, c'est Christopher McQuarrie qui est en fait le réalisateur qui est derrière Usual Suspects, qui est aux commandes pour cet épisode-ci. Et vraiment, il assure, ce Christopher McQuarrie, c'est un bonhomme qui applique à la lettre une recette qui marche pour un résultat vraiment efficace. C'est le blockbuster de l'été, mais c'est le blockbuster de qualité de l'été. Est-ce que vous pensez que ça va être le dernier Mission Impossible? Non. Non, et je pense même parce qu'on entend, hein, dans le trailer, il dit bien c'est notre dernière mission, finissons-la en beauté. Je pense pas que Tom Cruise il reviendra nous surprendre encore et encore. Qui sait s'il continuera à être Ethan Hunt? Ça, on sait pas, mais il reviendra peut-être plus tard, même dans des. Il est vraiment prêt à toutes les surprises, Tom Cruise. Rudy, ça vous attire toujours autant après tant de Missions Impossibles? Vous irez le revoir? Oui, parce que c'est toujours le genre de film qui détend l'été. Je pense vraiment pas que ça sera le dernier, parce que à partir du moment où un film marche à Hollywood, il y en a un 5e, un 7e, un 8e. Il y a bientôt un Rocky qui sort, donc voilà. Mais la différence de, si je peux me permettre, de Jason Bourne, la Bourne Ultimatum, etc., là où ils ont changé l'acteur principal, Mission Impossible reste avec son acteur, justement Tom Cruise, une nouvelle fois. À voir s'il change de comédien, si la recette marcherait toujours, parce qu'en tout cas, ça n'a pas marché pour les Bourne, la série des Bourne. Dès qu'ils ont changé de comédien, ça a chuté un peu. Merci beaucoup, Laetitia Loreni. On parle de cet heureux dénouement à présent pour un Stradivarius volé il y a 35 ans. Il a été rendu ce jeudi à New York aux 3 filles de son propriétaire, qui est lui décédé en 2012. Un happy ending dû à la sagacité d'un expert qui avait alerté la police en juin. Regardez. Un Stradivarius refait surface. Fabriqué en 1734 par le célèbre luthier italien Antonio Stradivari, l'instrument appartenait à Roman Tottenberg, un violoniste américain d'origine polonaise décédé en 2012. Estimé à 5 millions de dollars, le Stradivarius était très convoité. Après un concert donné en 1980, l'instrument disparaît mystérieusement pour réapparaître 35 ans plus tard. Une histoire singulière aux accents romanesques. On June 26th, a woman walked into a Manhattan hotel with an old violin. Le 26 juin, une femme est entrée dans un hôtel à Manhattan avec un vieux violon que son ex-mari, maintenant décédé, lui avait légué par héritage. Elle voulait déterminer la valeur du violon en le présentant à un luthier. Et en un coup d'œil, l'expert a reconnu un Stradivarius volé il y a 35 ans. 35 ans après son vol, le violon âme est rendu aux filles de son propriétaire. Pas musiciennes, mais mélomanes, elles ont l'intention de vendre le Stradivarius pour qu'un jour un autre grand artiste enchante à nouveau le monde entier. C'est juste un jour incroyable pour les sœurs Tottenberg. Nous regrettons que notre père ne soit pas là aujourd'hui pour le voir. S'il était là, je suis sûre qu'il aurait dit c'est une journée merveilleuse.
Un heureux dénouement, rendu possible par l'intervention civique d'un luthier, amoureux de cet instrument. J'ai eu la chance de voir cet instrument en personne et de travailler dessus. Il est tellement unique que j'ai pu le reconnaître. Quand j'ai vu celui-là, j'ai eu comme une révélation. Parmi les 1100 instruments fabriqués par Stradivari, environ 550 existent toujours dans le monde. En 2011 à Londres, le Lady Blunt est vendu lors d'enchères au profit des victimes du tsunami pour la modique somme d'11 millions d'euros. Rudy, on parle ce matin d'une nouvelle terrible, on peut le dire, annoncée par l'équipe des chercheurs de Facebook, c'est la mort du LOL. Oui, et pourtant, hier sur les antennes d'ITélé, Florian Philippot taclait Jean-Marie Le Pen, justement en utilisant ce langage qui se voulait Jones. Regardez. Total sur les attaques de Jean-Marie Le Pen et la cible que vous êtes devenu. Il attaque comme il veut. Je répondrai en langage texto, lol. Voilà. Eh oui, non. Eh bien non. Eh bah oui, par ce LOL en fait, Florian Philippot a finalement voulu montrer le fossé générationnel qui le séparait, fossé idéologique aussi qui le séparait de Jean-Marie Le Pen, sauf que ce qu'il a dit est tout à fait has-been et je vais vous expliquer pourquoi. Alors il y a quelques mois, dans ce même morning, je vous avais présenté une chronique qui avait provoqué angoisse et interrogation dans les dizaines de millions de foyers qui nous regardent tous les matins. Cette chronique, elle s'appelait « La fin de notre civilisation est prévue pour 2030 », mais ce n'est rien devant donc celle du jour. Effectivement, son nom, ça me fait de la peine de vous l'annoncer à tous et à toutes. Le LOL est donc mort. Oui, LOL, acronyme de Laughing Out Loud. Comprenez, rire aux éclats sera désormais aux oubliettes de l'histoire après une belle décennie de règne en passant d'un langage d'initié à un langage branché à un signe que même ma maman m'écrit dans ses textos. Et le pire dans tout ça, c'est que cette fin du LOL annoncée, elle est scientifiques annoncés par les scientifiques de Facebook qui, lors de la dernière semaine de mai, ont recoupé et analysé des centaines de milliers de conversations sur le réseau social Facebook. Et donc le verdict est tombé, le LOL est en train de s'éteindre. Regardez, constatez-le par vous-même pour signifier le fait que quelque chose les fait rire. Les utilisateurs de Facebook optent pour 51,4% d'entre eux pour haha, 33,7% pour des emojis, ces petits smileys, 13% pour et seulement 1,9% pour LOL. Mais le LOL avec plein de O, il est mort aussi ? Il fait partie aussi de la même catégorie. Ouais, c'est un LOL allongé, ce qu'on appelle. Indéniablement, le LOL se meurt. Comment expliquer la disparition du LOL ? C'est la vie des langages. Par exemple, qui dit encore le salfait des années 90 ou encore le tip-top des années 80 ? Plus personne. Eh bien, oui, bon, effectivement. En tout cas, selon Facebook, le LOL est condamné au même sort et serait devenu ringard, réservé aux vieux. Regardez un autre graphique qui a été publié par Facebook. On voit que l'âge moyen de l'utilisateur de LOL est plus élevé, 28 ans, alors que l'utilisateur de haha, lui, a 25 ans. Alors elle est loin, la belle année 2011, année de sa splendeur, dans laquelle l'acronyme est entré au dictionnaire d'Oxford, suivi 2 ans plus tard par le dictionnaire Le Robert en France. Eh bien, le LOL va bientôt dormir au musée linguistique, impitoyable génération Internet. Alors personnellement, je n'ai jamais utilisé le LOL, j'ai toujours préféré le haha. Évidemment. Je pense avoir une longueur d'avance. Oui, sûrement. Est-ce que cela signifie la mort également du rire sur le net ? Non, le désir de perdre du temps au travail et de regarder des vidéos insolites et qui nous font rire reste intact, mais le LOL aura depuis 2005 marqué une génération. Hommage, le LOL, c'était les LOLcats, ces chats rigolos, mignons qui ont animé les soirées d'hiver de Barbara. Le LOL, c'était des heures de procrastination au bureau, des vidéos inutiles mais drôles et cruelles. Et le LOL, c'était ce film que vous voyez, symbole d'une génération avec Sophie Marceau. Le LOL, c'était bien, mais le LOL ne vit plus. Vive le haha. C'est très triste. Laetitia, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle, de la fin du LOL ? Moi, je continue à utiliser le LOL allongé et le haha. Et même la version espagnole du haha avec des J. Voilà, avec des J. Sachez qu'en anglais, le haha c'est H-A-H-A et en français c'est l'inverse, c'est A-H-A-H. Ah, je ne savais pas, voilà, j'utilisais H-A-H-A, d'accord. Donc haha, ha-ha-ha, d'autres langues, d'autres en hébreu. Je suis anti-MDR depuis sa création. Le MDR n'existe pas dans mon langage. Qu'en est-il du MDR et de tous ces dérivés ? Alors le MDR n'est pas utilisé parce que le MDR c'est encore autre chose. Ce n'est pas un sourire, mais c'est un éclat de rire, c'est beaucoup plus violent. Donc c'est
ça ne rentre pas dans cette catégorie de je suis amusé. Là, c'est je suis complètement mort de rire, ce qui est encore une autre catégorie. Et là, ça ne rentre pas dans le cadre de ces recherches extrêmement sérieuses. Il y a des experts réellement qui analysent justement l'évolution du langage sur Internet. En réalité, Facebook essaye de créer l'événement par son blog avec des scientifiques qui travaillent toute l'année à analyser le réseau, les comportements des gens. Donc évidemment, tous les 2-3 mois, on a une nouvelle qui arrive du réseau social avec voilà, une nouvelle plus ou moins importante pour l'humanité. Celle de ce matin est vraiment primordiale. À suivre donc notre détecteur de tendance du net, Rudy Sana. Merci beaucoup. Merci à vous Laetitia Loreni. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez-nous dès demain à 8h, même heure, même endroit sur i24 News. Excellente journée à tous.